Alors bonjour et bienvenue à la Voix du Renard, la radio Pause Geek, la radio de l'association de l'éthique à Dijon. Nous sommes rendus cette fois-ci pour un deuxième épisode en compagnie de l'association de l'éthique. Le thème principal de cette émission qui est enregistrée le 5 décembre, ce sera le Mandalorian, une série Star Wars dont on vous avait parlé dans la précédente émission. Je suis aujourd'hui accompagné de 3 étudiants. Il s'agit donc de Sophie. Bonjour. Également avec moi, nous avons Léo. Bonjour. G, puisque nous avons 2 Léo, et Léo P. Bonjour. Alors, avant de nous lancer sur le thème principal du Mandalorian, nous allons échanger un petit peu, comme à chaque fois, de l'actualité geek. Et nous commençons tout d'abord par Léo Girard qui va nous parler d'un jeu vidéo. On t'écoute, Léo. Alors moi je vais vous parler de Half-Life Alyx qui est prévu pour milieu 2020. Donc c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui parce que c'est dans son nom il y a Half-Life, donc comme les précédents jeux développés par Valve. Et ça fait environ 10 ans que beaucoup de joueurs attendent Half-Life 2, la suite d'Half-Life 2 pardon. Donc Half-Life 3 parce que les jeux avaient beaucoup plu et surtout niveau scénario, la fin du 2 laissait vraiment, on avait envie de savoir la suite, ça fait 10 ans qu'on attend. Et là Valve ils sortent quoi? Un Half-Life mais qui sera pas la suite. Donc ça en fait beaucoup parler. Et aussi surtout c'est sur VR, donc ça va toucher très peu de public, environ 1% des utilisateurs de Steam. Parce que Valve développe des jeux vidéo et Steam c'est leur plateforme de vente, donc c'est une société qui est derrière ça. C'est le plus gros jeu de Valve sur les 10 dernières années qui va sortir. Et donc sur internet on en entend beaucoup parler en mal parce que c'est Half-Life mais c'est pas le 3, c'est de la VR tout ça. Et on peut noter aussi que Steam a sorti dans les 6 derniers mois son casque VR à lui, donc ça a du sens de sortir un jeu sur cette plateforme suite à ça. D'accord, il serait exclusif à la réalité virtuelle de Steam donc. Ça je suis pas sûr parce que c'est encore le jeu n'est pas sorti mais je pense pas. Mais peut-être qu'il sera plus adapté. D'habitude il est plutôt multiplateforme, c'est ça? Bah avant c'était un jeu sur PC Half-Life donc c'était sur n'importe quel PC quoi. Et la VR il n'y a pas encore de gros jeux dessus donc je sais pas si ça peut être compatible plusieurs VR ou pas. Mais je pense que c'est multi-compatible parce que tous les utilisateurs qui ont déjà un casque, vu qu'un casque ça coûte les plus bas prix 400€. Et donc si j'ai bien compris c'est un reboot de la franchise alors, c'est ça? C'est pas une continuité? Il y a Half-Life dans le monde mais on n'en sait pas plus en fait. D'accord, donc ça reste à l'état de projet quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un élément de commentaire là-dessus? Oui, mais en fait, c'est qu'ils vont faire, comment dire, ça va pas être une suite, mais ça va être le même univers, etc. Donc, Bah on sait pas trop, mais pas. qui donne un autre nom, Half-Life Alyx. Et moi ça fait longtemps, mais je crois que Alyx c'est le nom d'un des personnages assez importants des autres jeux. On va pas être le même personnage, en tout cas, et vivre la suite de son aventure, ce que tout le monde voulait depuis 10 ans quoi. D'accord. Léo? Je sais qu'il y a eu une partie un développeur indépendant qui a créé un jeu à partir de Half-Life. Donc c'était, tout le monde croyait que c'était une suite et en fait ils l'ont sorti. C'était un très bon jeu, mais ça n'avait aucun rapport avec Half-Life, sauf que c'était juste le moteur de jeu utilisé. Voilà. Très bien. Et donc on peut juste dire que malgré tous les commentaires négatifs sur internet, même d'autres personnes influentes du milieu du vidéo, hein, des patrons de la société qui font la Xbox a dit que la VR ça l'intéressait pas, qu'il fallait pas sortir des gros jeux dessus, voilà. Ben, malgré ça, au Canada et aux États-Unis, tous les packs avec le jeu plus des éléments de VR, donc soit des manettes, soit tout le set, et ben, sont en rupture de stock en précommande actuellement. Donc malgré tous les mauvais commentaires, les gens achètent. Très bien, donc c'est plutôt un marché qui est porteur la VR alors. Bah, c'est un marché qui est assez récent. Et honnêtement, pour l'instant, les jeux qu'il y a dessus, les jeux coûtent pas cher, mais le matériel coûte très cher. Les casques les plus simples, qui sont entre guillemets bas de gamme, c'est 400€ et ça monte jusqu'à autour de 1000. Et tous les jeux qu'il y a dessus, pour l'instant, c'est plus des gadgets, des expériences. Parce que c'est un FPS Half-Life, non? Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc, toi, ton avis sur ce Half-Life à venir, à acheter, à essayer, à éviter? Bah, déjà, à acheter, c'est difficile à dire vu qu'il faut avoir la VR, mais en tout cas, si on a déjà la VR, je pense que ce sera vraiment à acheter ou au moins essayer parce que, a priori, ce sera le premier vrai jeu sur la VR. D'accord.
qui aura une bonne durée de vie et tout ça, parce que sinon les jeux qui marchent bien, c'est plus... il y a Beat Saber, c'est un jeu de rythme, mais c'est juste, on fait des niveaux et voilà quoi. Le jeu est très bien, mais il a beaucoup de profondeur. Ok, très bien. Alors, ce serait intéressant d'ailleurs qu'on discute de cette VR justement. Alors là, ce sera pas un thème principal, donc là on est juste sur de l'info, mais ça pourrait être intéressant un jour qu'on fasse un point sur l'ensemble des VR qui existent. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'offres et c'est très difficile de s'y retrouver. Moi, par exemple, qui suis pas un expert, j'ai du mal à savoir qu'est-ce que je dois acheter si jamais un jour je veux me mettre à faire de la VR. Donc ça pourrait être un thème intéressant. On s'arrête sur ce thème-là et on passe cette fois-ci au thème des ciné-séries avec Léo P. Alors tout d'abord, je vais présenter une série qui s'appelle Batwoman, donc de la franchise DC, qui est sortie le 6 octobre 2019. Donc elle est toute nouvelle, donc ça reprend en fait le personnage de Kate Kane, donc c'est la cousine de Batman, enfin de Bruce Wayne, et on arrive en fait dans un Gotham City qui est assez abandonné par le crime depuis 3 ans, et dont Batman il n'est plus là, donc elle va essayer de reprendre ses affaires et elle découvre en fait que c'est Batman accidentellement, et puis du coup elle va prendre un peu sa place, même si Batman n'est jamais mort. En fait, ce que j'adore dans la série, c'est qu'on a quand même une transformation du costume où elle prend le costume du Batman et puis après elle fait une évolution du costume pour que ça aille sur elle. Et en fait, on a des personnages importants comme on a Luke Fox, donc c'est le fils de Lucius Fox. Donc, qui construit les... Oui, qui construit les batarangs, toutes les armes de Batman. Et donc en fait, après, si on connaît un peu la franchise, on sait qu'il deviendra Batwing plus tard. Donc en fait c'est une série qui a 9 épisodes aujourd'hui. Là en ce moment on est au 8e. Déjà sorti ? Ah non, en cours. Non, ouais, il n'y en aura que 9 pour l'instant. On sait qu'il y aura une deuxième saison plus tard. Donc là on est au 8e et le 9 qui passera dimanche prochain, ça va être un crossover donc avec les séries Flash, Arrow, Supergirl. Le Arrowverse, ils appellent ça. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Donc là, c'est imbriqué dans l'univers Arrow, quoi. Oui, en fait. c'est vraiment, si je devais le conseiller, c'est vraiment à regarder pour tous les grands fans de Batman. D'accord. Et je sais qu'il y avait eu une polémique là-dessus, justement, parce que le personnage de Batwoman a un personnage LGBT. Et pendant un moment, il me semble-t-il dans le comics qu'elle est homosexuelle. Oui, et dans la série également. Et dans la série également, parce que pendant un moment, ils avaient parlé d'en faire un personnage bi. Justement parce qu'ils avaient peur que le public ne suive pas si on avait un personnage homosexuel, et ils avaient pensé pendant un moment le mettre bi justement en se disant voilà, si jamais on a des réfractaires au moins on élargira le public. Quid de cette polémique, est-ce que c'est encore le cas ou pas ? En fait j'avais beaucoup suivi la série avant qu'elle sorte, donc ça faisait 6 mois que j'en avais entendu parler. Suivi en comics ou non, dans l'actualité ? Dans l'actualité, je savais qu'elle allait sortir, j'ai pu savoir qui étaient les personnages principaux. Et puis je me suis dit oui, ça va être sympa. Et puis je regarde le synopsis et je vois que c'est donc une personne, une bi. Ben, franchement, moi ça me dérange pas. Donc elle est bi là, elle est pas homosexuelle. Oui, en fait ça dérange pas parce que même s'il y a des petites scènes, en fait on aime le personnage qu'elle devient au fur et à mesure avec le contact avec son père, avec ses amis. Franchement c'est. Alors ce qui était reproché dans cette polémique, c'était surtout le fait d'avoir élargi en fait le personnage, de pas avoir respecté le matériel original. Oui. Pour des raisons en fait mercantiles, quoi. C'est-à-dire plaire à une cible plus large. Voilà. Bon, voilà. C'était ça l'enjeu de la polémique, quoi. D'accord, oui. Et donc la série, tu l'as trouvée qualitative, toi ? Ah oui, franchement, je la regarde tous les dimanches soirs. Quand je peux la regarder. Et franchement, j'ai jamais été déçu d'un épisode. Les personnages principaux sont super, ils jouent très bien, et puis on a même les méchants sont assez sympas. D'accord. Et les autres, vous en avez entendu parler de cette série ou pas ? Non. Non. Est-ce qu'il vous donne envie ? Moi, j'en ai entendu parler en bien, d'ailleurs, notamment par Léo, enfin par Léo P. Moi, je l'ai pas encore regardé, mais je pense que je vais pas tarder à la regarder, ouais, parce que les retours sont bons. Ça a pas l'air d'être une série qui a été ratée, ça semble coller aux comics, qui étaient de base bien. Donc, ce qu'on remarque quand même sur les séries du DC Universe, assez souvent c'est carton-pâte quand même. Hein. En ce moment c'est plutôt ça. Il y en a beaucoup qui sont, je vois le Arrow, Flash, Arrow et Flash même Gotham qui était fait sur l'enfance de Batman. Enfin, des fois c'était voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments. Ça faisait un peu série B quand même, quoi. Après, il y a encore beaucoup de séries d'ici qui vont sortir. On a Supergirl qui est prévue pour 2020. Il y a eu Swamp Thing qui est sorti pour DC. Magnifique. Qui était arrêté au bout d'une saison. Et oui, ils ont raccourci les épisodes et le temps de chaque épisode parce que la production coûtait beaucoup trop cher.
Parce que par exemple, je sais que dans les séries d'ici, ils avaient sorti la série Titans, Oui. qui elle était à un certain niveau quoi, de qualité. On continue. Et par rapport aux séries Arrow, Flash, qui étaient quand même un peu en dessous en termes de production, de réalisation. Et là, la Doom Patrol aussi qui était sortie, qui se place assez haut J'ai bien aimé dans le Doom niveau. Patrol. Voilà, donc il y avait deux types de séries. Et donc là, si j'ai bien compris, celle-là, même si elle est dans la Roverse, elle serait plutôt dans le haut du panier. En fait, on la voit pas tant dans la reverse que ça. On a eu une première vision de Batwoman dans un épisode de crossover l'année dernière. Et c'est là qu'ils ont pu vraiment montrer le personnage. Mais sinon, je trouve qu'il n'y a pas tant de rapport que ça avec les autres. Donc toi, du coup, tu dirais plutôt acheter, essayer, éviter. À regarder. Et vraiment à essayer pour ceux qui aiment bien et pour ceux qui sont vraiment fans, à regarder. D'accord. Et tu avais une autre actualité également au niveau du Oui, ciné? alors là, au niveau du cinéma, j'ai pu voir ça hier. Donc j'ai été assez étonné. Il y a un nouveau James Bond qui sort le 8 avril 2020, qui s'appelle No Time to Die, donc en français Mourir peut atteindre. Donc c'est un film avec un gros budget. Il va avoir 250 millions de dollars. Et en fait, ça va être le dernier film de Daniel Craig. Donc il en a fait 4. Et le méchant, et un des principaux acteurs que j'adore, c'est Rami Malek, donc celui qui a fait dans Bohemian Rhapsody. Et donc là, l'histoire, ça va être que James Bond doit secourir un scientifique qui a été kidnappé par des ennemis avec des nouvelles technologies assez dangereuses. En fait, voilà. D'accord. On n'en a pas plus aujourd'hui puisque ils viennent juste de passer la bande-annonce et comme c'est que le 4 avril, ils veulent cacher quand même certains détails. Et dans la chronologie, c'est le numéro combien ce film là, de James Bond? Je sais pas. Il y en a un paquet quand même. Je sais pas si on est 22, 23. Et donc Daniel Craig quitte la franchise après? Oui, après il a dit qu'il arrêtait. Et puis il y a eu des rumeurs comme quoi ce serait un acteur afro-américain qui le ferait. Idris Elba. Oui, peut-être. J'avais entendu ça sur Idris Elba, donc du coup ça avait fait polémique parce qu'il était noir évidemment. Oui. Idris Elba, donc pour le situer, c'est un acteur qui a surtout été connu dans The Wire, c'est une série en fait sur le trafic de drogue aux États-Unis. Donc du coup il s'est fait connaître là-dessus et pour ceux qui sont plus geeks on va dire, il joue dans Thor, il joue celui qui s'occupe du portail, Heimdall je crois, c'est le nom. Oui. Le black qui s'occupe Oui. du portail, le seul Asgardien noir d'ailleurs. C'est comme dans le dernier Fast and Furious, il est le... Voilà, il joue le méchant dans le dernier méchant, Fast and voilà, Furious, tout à fait. Donc Sinon, un acteur plutôt de qualité Oui, quand même. il est très bon. Sinon, du coup, pour information, ça va être le 25e James Bond D'accord. qui va sortir du coup en 2020. Donc, Après, ouais. du coup, le dernier qui était le Spectre, qui était sorti en 2015. On dit comment? On dit une 25ologie, non? Ça Bon, fait, on dit beaucoup. on arrête de compter maintenant, les James Bond, On ça dit fait plus, des quoi, on dit années. une saga quoi. Ok, et donc Léo, tu dis, enfin, ceux qui ont pu suivre le James Bond, vous diriez à essayer? Alors là, j'ai vu quand même qu'il est assez nostalgique. C'est marqué que c'est pour ceux qui aiment bien de l'ancien avec du nouveau. Donc franchement, c'est, je pense, pour ceux qui ont vu tous les anciens, à aller voir. D'accord. Et ça sort quand? J'ai dit que c'était le 8 avril 2020. D'accord, donc on a le temps encore. Ah oui. Très bien, merci Léo. Maintenant, on va passer aux nouvelles technologies avec Sophie. Oui, parlons justement danger des technologies. Le FBI a sorti récemment un rapport contre les technologies venant de Russie, notamment FaceApp, qui semblerait être dangereuse et dont les Russes pourraient se servir des informations, justement des données personnelles à des fins autres que commerciales. Et semblerait se constituer une certaine base de données avec ces informations. Justement, en fait, c'est surtout que ça relève un débat. Après, c'est une information des Américains envers les Russes, donc on peut voir un espèce un sujet politique derrière, mais ça relève surtout l'importance de la protection des données quoi, par rapport aux applications. Surtout justement des applications comme ça qui prennent des informations personnelles comme le visage des personnes. On ne sait pas vraiment en fait ce qu'ils en font derrière comme exploitation, et ça qui est dangereux quoi. Justement après c'est savoir est-ce qu'on a vraiment confiance en ces applications qui prennent en photo vos visages et peuvent après les exploiter sur des choses... Et on peut faire un lien avec le niveau de démocratie du pays aussi. Aussi, voilà. C'est ça. On va s'abstenir de dire quoi que ce soit sur les Russes, hein. Oui, Mais on peut se évidemment. poser la question en fonction de chacun Du des pays. Voilà, ok. S'il ne peut pas avoir un espèce de flicage, et notamment justement Big Brother, comme Big Brother d'Orwell, justement voir des dérives qui peuvent apparaître. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je trouve ça un peu dangereux des fois d'utiliser ce genre d'application. En fait, on ne sait pas forcément dans toutes les applications qu'on installe qu'il y en a certaines où ils nous disent
qu'est-ce qu'ils utilisent. Par exemple, s'ils utilisent nos contacts, s'ils utilisent notre appareil photo. Mais d'autres, si c'est caché, on ne peut pas savoir réellement. Qui nous dit que par exemple, les grandes applications de réseaux sociaux n'utilisent pas nos informations derrière. Donc après, voilà. Léo? Oui, non, et puis ça fait, cette histoire de prendre les photos, ça fait penser au système en Chine où les gens sont répertoriés et on peut reconnaître leur visage sur les caméras et on reconnaît les actions qu'ils font et ça change vraiment leur vie quotidienne, quoi. Pour l'instant, c'est juste en Chine, c'est pas de chance pour eux, mais ça fait peur, quoi. Et ça peut nous faire penser aussi au scandale, la Cambridge Analytica, vous savez, qui avait influencé la campagne américaine, et on se rend compte que finalement, les données personnelles, tout ça peut jouer sur un pays, sur sa politique, Mais à l'étranger aussi, la vision qu'on a d'un pays à l'étranger, quoi. Mais pour rebondir ce que Léo a dit donc, à propos de la Chine, d'ailleurs, c'est la deuxième actualité, c'est qu'ils vont étendre leur réseau de reconnaissance faciale qui avait déjà lieu donc, dans les environnements publics, dans les places publiques et dans les écoles. Tu peux expliquer en quoi ça consistait justement ? Pas de souci. C'est-à-dire que si on résume, les gens sont enregistrés, leur tête est enregistrée dans une base de données, et quand ils passent en ville et qu'ils font des actions, on les reconnaît. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils en font ? Donc les Chinois, ils ont mis en place un énorme réseau de caméras avec des logiciels de pointe derrière qui permettent d'analyser les images et repérer donc une personne, quelle qu'elle soit, l'identifier. Donc dès qu'une personne passe dans la rue, la caméra l'analyse et on peut en ressortir du coup le nom de la personne, où elle habite, son âge, son adresse, enfin justement son adresse, son métier. Et du coup, le gouvernement chinois attribue une note à tous les habitants. Et selon de cette note dépendent des droits que vous avez. C'est-à-dire, vous avez une bonne note, c'est-à-dire que vous aidez les gens, vous faites du bénévolat, des bonnes actions jugées par la société, des actions jugées par la société bonnes. Vous allez avoir une note élevée et du coup, vous avez droit à des accès premium, par exemple. Vous allez pouvoir avoir des réductions dans les magasins, des choses comme ça. Des bonus, en fait, des avantages. Au contraire, par exemple, vous jetez des papiers par terre, vous traversez au feu rouge, vous ne respectez pas la loi, votre note va baisser et vous allez déjà pas avoir des avantages, mais des droits vont vous être enlevés. À tel point que certains, par exemple, ne peuvent plus sortir du pays. Parce qu'ils n'ont plus le droit de prendre l'avion, parce que leur note est trop basse. Alors, quels exemples tu pourrais avoir d'autres de sanctions qui pourraient... De sanctions, par exemple, justement, les transports publics, ils sont plus accessibles. Donc, vous n'avez plus le droit de prendre le train, le bus, tout ça, vous n'avez plus le droit du tout. Donc, même voir les voitures. Donc, pour y aller, vous devez aller à pied. Ou, par exemple, il y avait un reportage, justement, qui était sorti là-dessus, qui montre, par exemple, des gens qui avaient une note très basse. Quand vous les appeliez, vous tombiez sur un message d'alerte disant cette personne ne respecte pas la loi, elle est sur la liste noire, veuillez faire en sorte qu'elle respecte la loi, etc. Et donc c'est des choses qui nous choquent absolument, mais c'est ce qui se passe là-bas actuellement. Et, comment c'est pris là-bas par les habitants ? En fait, la culture est totalement différente et ils l'ont plus accepté, je pense. D'un côté, ils ont dû beaucoup plus l'accepter facilement. Puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix, en fait. On leur a pas posé vraiment la question de est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Après, aujourd'hui... C'est pas le même gouvernement qu'ici. En France, si on le fait, il y aura beaucoup de gens qui diraient oui, ça ne sert à rien, alors que on regarde bien, aujourd'hui, la gendarmerie, la police, ils utilisent les caméras de surveillance dans les villes pour savoir si des voleurs viennent arrachent les sacs aux mains des gens pour retracer. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils ont besoin quand même. Oui, mais en France, voilà. Après, il y a énormément de... nous, ça nous choque, etc. Mais c'est vrai que là-bas, le taux de criminalité a baissé aussi. Après, je sais pas si l'avantage par rapport aux inconvénients que ça pose et aux dérives... Alors, c'est justement là où je voudrais vous interroger les uns les autres. Donc, tu nous donnes un peu les deux aspects, les deux volets de cette nouvelle technologie. Je voudrais avoir votre avis. Donc, toi, tu as déjà donné un petit peu. Donc, Léo Auger, du coup, tu nous donnes un petit peu ton avis ? Non, moi, je crois j'avais dû voir le même reportage dont Sophie a parlé avec les coups de numéro de téléphone, là. Et on voyait un monsieur en Chine qui était interviewé, lui qui
qui selon lui, et c'était sûrement vrai, faisait attention à pas traverser au feu rouge toutes ces actions bénignes qui font baisser leurs notes, mais qui était un journaliste qui n'était pas d'accord avec le gouvernement chinois, et il était persuadé que c'était pour ça que sa note baissait, et il avait plus le droit de prendre le train, des choses comme ça, donc c'est évident que, vu que les logiciels qui sont derrière sont installés par le gouvernement et gérés par eux, s'ils ont envie de faire ce qu'ils veulent avec, on va avoir du mal à les en empêcher, quoi. Et ça peut encore, comment dire, les empêcher qu'il y ait de la mauvaise communication sur leur système mis en place et encore renforcer le système. Je trouve que le système en fait se protège lui-même. Donc toi, tu vois plus de dangers que de bienfaits. Bah, il y a des bienfaits, mais je trouve au détriment d'une certaine humanité, donc il faut faire la part des choses. Si tu devais donner un avis, plutôt pour, plutôt contre? Ah bah non, contre, parce plutôt que contre. L'aspect humain est quand même plus important. Effectivement. Léo? D'un côté, on n'a pas envie de se faire espionner, qu'on voit notre tête partout, enfin qu'on ait toutes nos informations, parce que rien qu'avec notre visage, on peut savoir si nos émotions, on peut vraiment tout savoir sur nous. Et on n'a pas envie que ça soit communiqué aux entreprises. Mais d'un autre côté, si ça fait descendre la mortalité sur les routes, par exemple, parce que les gens, comme ça va influer sur leur mode de vie, s'ils savent qu'ils ne doivent pas griller des feux rouges, plein de choses comme ça, ben, ça peut être bien et mal. Donc moi, je suis vraiment au centre. J'attends de voir ce que ça donne. Ça, c'est facile de faire le Suisse. Hein. Si tu devais donner si tu dois donner une tranchée, plutôt pour, plutôt contre. Je suis quand même... T'as le droit pour la vie privée, je serais contre, mais... pour sauver des vies humaines, je serais vraiment pour. D'accord, donc plutôt pour. Oui. Ok. Alors moi je suis totalement contre parce que justement en Chine on voit très bien qu'il y a énormément de dérives, trop de dérives même. Parce que justement, comme disait Léo, on voit très bien que si on est un opposant politique, sa note va baisser automatiquement alors que la personne aura beau respecter la loi, sa note va baisser, il va avoir beaucoup d'interdits. Donc je trouve ça... je suis totalement contre le principe. Après, c'est peut-être que j'ai un point de vue européen aussi, mais je suis totalement contre. Mais sinon, justement, la news, c'était que ils vont étendre ce système au téléphone portable. C'est-à-dire que dès que vous allez vouloir avoir un nouveau numéro de téléphone en Chine, vous devez accepter de prendre en photo votre visage pour associer justement plus facilement dans leur base de données votre visage et le nouveau numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez plus avoir de numéro discret. Voilà. Le prépayé, en fait, il bloque cet accès de prépayé et ils peuvent justement espionner encore plus facilement toutes vos conversations et mettre un visage sur une voix. Ce qui est bien en Chine, c'est qu'ils n'ont pas besoin de s'embêter avec le RGPD, on va dire. C'est ça. Alors, au moins, ils n'ont pas à apprendre ça, quoi. Ouais, c'est totalement ça, mais... Très bien. On va terminer sur ces sujets d'actualité, puis maintenant on va passer à notre sujet principal. Donc notre sujet principal, c'est le Mandalorian. Donc très rapidement, je vais présenter la série. Donc j'en avais parlé la dernière fois. En fait, il s'agit d'une série en fait de Star Wars. C'était la série Star Wars live qui était annoncée en fait depuis la prélogie à l'époque de George Lucas quand il avait fini en 2005. Alors je sais pas quel âge vous aviez à l'époque de l'épisode 3 quand il était sorti. 2005. Ouais, 2005, vous aviez quel âge? 5 ans, vous l'aviez même pas vu au ciné. Non. Vous étiez passé en dehors de la vague Star Wars. Oui. Vous êtes sur la génération post-logie, la génération Disney pour Star Wars. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être moins touché, quoi. Mais moi je sais qu'à l'époque, quand ça s'était arrêté, on était tous très très tristes. Et quand George Lucas avait dit, vous inquiétez pas, vous allez avoir une série live, on s'est dit, ah ouf, il reste quelque chose. Et c'était notre seul substitut qu'on avait en termes de drogue. Et il nous l'avait dit, vous l'aurez pour 2009. Et finalement, elle arrive en fin 2019, quoi. Donc ça a mis du temps. Hein. Bon, entre temps, on a eu des films, puis on a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres séries animées, mais la série live, on l'avait jamais eu. Bon, c'est pas tout à fait la même que celle qui était prévue, puisqu'à la base, on devait suivre plus ou moins un chasseur de primes, mais dans la période Empire. Donc là, on est plutôt post-Empire. Totalement post-Empire, donc c'est après la chute de l'Empire. Exactement. On est entre le 6e et le 7e film en fait. Hein. Tout à fait, mais plutôt juste après l'épisode 6. C'est-à-dire que en fait, l'Empire est encore présent, mais uniquement dans la bordure extérieure, parce que l'Empire a été déchu, effectivement, il est tombé progressivement, mais par contre, on a encore, dans certains territoires reculés, donc là on est dans la bordure extérieure, on est autour de Star Wars, et on a encore des petits morceaux d'Empire à droite à gauche.
et on essaye de voir comment ils essayent de faire subsister ça. Mais le thème n'est pas trop centré sur l'Empire, ça c'est juste le contexte géopolitique. Nous on va suivre un personnage qui est un Mandalorien. Donc déjà pour parler donc là on a donné le contexte, est-ce que les Mandaloriens vous connaissiez? Est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Allez Léo, commence. Bah, moi après avoir vu les premiers épisodes de la série, je me suis dit, ah bah oui, c'est comme Boba Fett quoi. Exactement, donc qui était le personnage le plus connu. Les chasseurs de primes en armure avec un jetpack, mais en fait à part ça, je savais même pas ce que c'était. Et même dans les premiers instants de la série, je me demandais sous le casque si c'était un humanoïde ou un extraterrestre. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ce que c'est qu'un Mandalorien déjà? C'est important à expliquer. Sophie, oui, vas-y. Je peux expliquer ça. Donc, ce sont des gens qui vont se réunir, enfin, qui vont suivre un certain nombre de règles, les règles justement que suivent les Mandaloriens. Donc, c'est de porter un casque et de ne pas l'enlever jusqu'à la fin. C'est-à-dire que s'ils retirent leur casque, ce ne sont plus des Mandaloriens. Ils renoncent du coup à leur croyance en fait. Et leur point commun en gros. À cet ordre en fait, justement auquel ils appartiennent. Donc ça c'est une des règles qui est importée. Alors je vais rajouter un élément en plus sur les Mandaloriens. Les Mandaloriens en fait à la base, donc effectivement les premiers Mandaloriens qu'on a vus c'était Boba Fett qui a été repris ensuite avec Jango Fett, son père qu'on voyait dans la prélogie, mais en fait à la base c'est pas forcément des chasseurs de primes. Alors il y a eu, ce qu'il faut savoir sur Star Wars c'est qu'on a deux univers en fait. On avait l'univers ancien qu'on appelait l'univers étendu qui maintenant aujourd'hui s'appelle Legend, parce que depuis que Disney a racheté les droits, tout ce qui a été fait à l'époque en termes de jeux vidéo, de romans, de BD a disparu. Mais dans la première version de Star Wars, les Mandaloriens en fait c'était un peuple de guerriers nomades qui recrutaient des gens qui se retrouvaient sur le carreau, on va dire, de la société. Et en fait, c'était une culture guerrière, mais qui était ouverte à tous. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait être humanoïde, alien, ce que vous voulez. Tout le monde pouvait rentrer dans la tribu des Mandaloriens, et c'était un peuple guerrier qui, à une époque, s'est battu notamment contre la République, contre les Sith, contre les Jedi, etc. Et ils ont eu énormément d'épopées. Et justement, on n'était clairement pas dans et n'importe qui pouvait rentrer dedans. Le point commun, c'est qu'ils avaient cette culture guerrière, ces armures, les jetpacks, des armes, etc. Et que voilà, ils avaient une espèce de culture du clan. Et ce qui s'est passé, c'est que après la prélogie, quand on a eu la série The Clone Wars, je sais pas si vous avez suivi, c'était une série animée, dans laquelle on a dit, attention là, aujourd'hui les Mandaloriens, quand on est dans l'ère de la République, il y a nouveaux Mandaloriens, c'est des Mandaloriens qui ressemblent un peu à des Ariens, c'était tous des blonds, et en fait ils avaient renoncé en fait à la guerre. Et du coup, à cette époque-là, on avait des dissidents, des anciens Mandaloriens qui s'appelaient la Death Watch, qui voulaient reprendre le pouvoir en fait sur Mandalore et rendre à nouveau les Mandaloriens comme un peuple de guerriers et non comme un peuple de pacifistes. Parce qu'ils étaient devenus, c'est assez paradoxal, les Mandaloriens pacifiques. Et ils avaient une duchesse qui s'appelait Satine. Et à un moment, en fait, on comprend que les Mandaloriens réussissent à récupérer le pouvoir. Et ce qu'on apprend dans la série, c'est qu'il y a un moment, il y a eu une purge, a priori peut-être de l'Empire. Parce que dans la série Star Wars Rebels, on les voit grossir les Mandaloriens et de redevenir un peuple de guerriers. Parce que des factions réussissent à remettre de l'esprit guerrier chez les Mandaloriens. Et on sait juste qu'il y a eu une purge, a priori ce serait peut-être de l'Empire, et qu'en fait on a l'impression que les Mandaloriens sont plus que quelques-uns à rester, et on a l'impression qu'ils sont redevenus un petit peu des intégristes du combat, et des règles, etc. Ils ont des voix d'intégristes, chaque fois qu'ils se parlent, ils se disent c'est la voix, etc. Donc on comprend que les gars, ils sont un peu radicalisés quand même. C'est-à-dire qu'ils sont revenus vraiment dans leur côté sombre. Et celui qu'on suit là, c'est un Mandalorien avant tout. Et il décide d'être chasseur de primes. Mais tous les Mandaloriens ne sont pas des chasseurs de primes. À la base, c'était plutôt une tribu guerrière. Et ça a été un peuple, ils ont une planète qui s'appelle Mandalore. Donc voilà, ça c'est pour réexpliquer ce que c'est que le Mandalorien. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport au Mandalorien ? Du coup, juste ceux dans la série là qui avaient renoncé à la guerre, ils avaient enlevé leur casque du coup ? Alors du coup, dans ce qu'on voyait dans The Clone Wars, justement, eux, ils n'avaient même plus d'armure. Ouais, okay. Ils étaient totalement pacifiés, et on sentait que la Death Watch, qui étaient des dissidents, qui voulaient retrouver les cultures, les racines, c'est un peu des nationalistes, on pourrait dire, mandaloriens, ils disaient non, il faut qu'on retourne à nos racines, etc. Et force est de constater qu'ils ont réussi d'une certaine manière. Mais on a l'impression que des Mandaloriens, il ne reste plus beaucoup. Mais que maintenant, c'est redevenu des Mandaloriens à nouveau en mode culture guerrière. Voilà. Donc ça c'est pour bien préciser, et un Mandalorien n'est pas forcément un chasseur de primes. Et lui on sent que le personnage qu'on suit, qui est joué par Pedro Pascal, alors ce qui est paradoxal c'est qu'on l'a toujours pas vu, Pedro Pascal il jouait dans Narcos, je sais pas si vous avez vu, ou dans Le Trône de Fer il jouait Oberyn.
D'accord, si vous voulez situer. Et donc, lui, on l'a toujours pas vu. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont repassés en mode intégriste. Donc ça, c'est le premier élément de l'histoire. Et donc, il se fait des missions parce qu'il est chasseur de primes. Et donc, on lui demande, dans cette histoire, d'aller chercher un personnage. On lui demande d'aller chercher une prime. Il y a une prime qui vaut un peu plus cher que toutes les autres. Et pour chercher un mec qui a priori une 50aine d'années. Donc, on se demande qui c'était. Alors, tout le monde a dit, ah, ça se trouve, c'est peut-être l'empereur Palpatine, etc. Et le fait est... Alors attention, là on va passer en mode spoiler, du coup on va commencer de raconter un peu l'histoire, parce qu'on a vu que 4 épisodes pour l'instant. En fait, ce n'est pas un monstre, c'est pas un mec de 50 ans, c'est quoi qu'on a? Bah, c'est bébé Yoda, comme tout le monde l'appelle. C'est bébé Yoda. Alors je voudrais savoir vous, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez du colis? Vas-y Léo. Ouais, j'étais vraiment surpris déjà quand il soulève la... Enfin pas la bâche, mais voilà. Et qu'on voit un bébé Yoda, et là on s'attend à ce que le robot d'à côté va tuer bébé Yoda, et dès qu'on entend le coup de tir... C'est le robot d'à côté qui tombe et il le recueille. Donc le Mandalorien recueille le bébé Yoda. Donc en fait, le bébé Yoda, je crois qu'il a une 50aine d'années, s'il me semble. Parce que je sais pas combien d'années ça vit. Parce que les Yoda, ça peut vivre jusqu'à 900 000 ans, quoi. Entre 900 et 1000 ans, quoi, je veux dire. Donc du coup, en termes d'espérance de vie, si le bébé Yoda, en fait, finalement, il a peut-être 5-6 ans, quoi. Du coup, en âge humain, quoi. Donc il faut toujours convertir en âge humain. C'est comme quand on a un chat, quand il a 5-6 ans, bah, il est déjà cinquantenaire, le chat, en fait. Donc là, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, mais à l'inverse. Sophie? Oui, mais du coup, c'est quand même vachement surprenant parce qu'on s'attend pas, on s'attend justement à autre chose. Mais retrouver un Yoda à cet endroit-là, c'est vrai que ça surprend, quoi. Mais après, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il veuille le tuer ou pas, mais il a cette notion de... Il lui a rien fait, donc il lui veut pas de mal en tant que tel, il veut juste la prime, lui. Et donc il y a toute une relation un peu comme ça, un peu ambiguë à un moment, mais... Il y a quand même un certain attachement. Justement, il va y avoir un attachement. Mais... Léo? Mais moi, là, je me pose une question par rapport à ce personnage. Parce que moi, dans Star Wars, de l'univers, je connais que les films, je connais pas les séries, mais c'est une espèce, les Yoda, du coup, ça doit pas s'appeler comme ça, on les appelle Alors, comme ça. À cause du effectivement, personnage tout personnage, en fait, dans le concept dans Star Wars, c'est que tout personnage, tout alien que vous voyez, à un moment, il a une planète qui lui est propre à la base, et il a une race ou espèce, si vous voulez. Et donc du coup, sauf que la particularité, c'est que les Yoda, on n'en voyait que 2 pour l'instant, dans tout ce qu'on avait vu. On en voyait un dans l'épisode 1 qui fait partie du Conseil Jedi. C'est Yaddle, elle s'appelle. C'était une nana Yoda, quoi. Et il y avait le fameux Yoda qu'on connaît, quoi. Et donc la particularité, c'est que toutes les espèces sont hyper renseignées. On sait tous, si vous regardez, il y a un Wikipédia où on regarde toutes les informations sur les personnages. Et vous pouvez avoir un historique de chacune des races. Et la particularité, c'est que Yoda, on ne sait pas du tout qui a sa race, de quelle planète il vient, quelles caractéristiques il y a. Les gens ont l'air de dire que c'est une race de forceux, c'est-à-dire qu'ils seraient plus sensibles à la force, mais il n'y a aucune information qui confirme ça. Donc là, c'était intéressant parce qu'on se doute qu'ils vont poser la question, parce qu'évidemment, ce bébé Yoda, il est forceux, c'est-à-dire qu'il maîtrise la force. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Oui, ça, on s'en rend compte très rapidement dans la série, c'est que... D'ailleurs, il va sauver le personnage grâce à ça. Encore un spoil, évidemment. Mais on s'attend pas, par exemple, justement, à ce qu'il utilise la force aussi jeune. Mais parce que justement, on n'a aucune information sur cette race de Yoda, quoi. Vas-y. On a vu ce moment où il a utilisé la force. Après, il était KO pendant plusieurs heures, même peut-être plus, je sais plus exactement. Mais il la maîtrise pas encore très bien non plus, quoi. Et alors, de fait, j'ai eu quelques informations spoilers sur les futurs épisodes que je ne vais pas dévoiler ici, mais on va en savoir beaucoup plus sur justement la race des bébés Yoda. Donc c'est ça qui est intéressant. Et alors il y a un autre élément qui est intéressant dans cette série, c'est qu'ils ont réussi à une ère où tout est ouvert et les informations spoilent très rapidement, ils ont réussi à garder ça secret jusqu'au bout. Moi-même jusqu'au bout, je pensais pas que ça allait être ça, j'ai été totalement surpris. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont eu une grosse politique. Ils ont une grosse politique à l'intérieur de Lucasfilm, justement, pour garder ça secret. Par exemple, Ron Howard, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un réalisateur, sa fille a fait l'épisode 4, le dernier que vous avez vu.
eh bien sa fille justement a tourné l'épisode 4 et ses enfants étaient venus sur le lieu du tournage et ils savaient qu'il y avait un bébé Yoda et elle avait briefé ses gamins pour surtout pas le dire à l'école parce que s'il le disait au moindre autre gamin, hop, sur la toile ça allait s'enflammer et que Jon Favreau qui est le grand Manitou de cette série on va dire, lui-même s'étonnait que personne n'ait vendu la mèche et que la surprise ait pu opérer et c'est vrai que l'aspect mignon est presque marketé, hein. Même au niveau, il disait, rien que par rapport au catalogue de jouets, pour les jouets, ils ont pas informé les industriels tout de suite pour vraiment garder le secret, parce que si ça se retrouvait sur un catalogue, c'est bon, c'était fini, quoi. Après, si je peux dire quelque chose, par exemple, sur Jon Favreau, donc c'est le créateur de la série. Je sais pas si tout le monde le connaît. Non. En fait, Jon Vas-y. Favreau, c'est celui qui fait Happy dans les Spider-Man et dans les Iron Man. Tout à fait. Donc c'est vraiment un super acteur et je savais pas qu'il était réalisateur et dès que j'ai appris qu'il a fait Mandalorian, donc j'ai vraiment... Et attention, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu parles du Marvel Comics Universe, Jon Favreau, c'est lui qui l'a créé, le Marvel Comics Universe. D'accord. Parce qu'il a réalisé Iron Man 1, qui était le tout premier film du Marvel Comics Universe, et Iron Man 2. D'accord, donc Et en après, il était partie prenante dans tout le MCU. Ah oui, d'accord, donc il est réalisateur et en même temps acteur dans les films. Ah, il est avant tout réalisateur, hein. Ouais, C'est d'accord. celui qui a fait Le Roi Lion, qui a fait le livre de la jungle en film. Donc Jon Favreau, ils ont pas pris un junior, hein, pour lancer. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un bon architecte à la base pour lancer le truc. Et donc de fait, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi pour chapeauter Mandalorian, parce que c'est la première série live et qu'il fallait qu'elle soit bien réussie. Fallait quelque chose de marquant. Ouais. Mais sinon, je m'attendais à quand même. Enfin, peut-être. C'était peut-être moi, hein, mais je m'attendais quand même à une série avec un peu plus d'action, beaucoup plus de combats. J'étais très étonnée par la partie un peu sentimentale avec justement le bébé Yoda. Mais c'est intéressant en fait, ça apporte une autre touche. Mais je sais pas, je m'attendais justement à tomber sur un mercenaire avec Tout à fait. plusieurs Alors, quêtes, justement. justement, en termes de positionnement, certains attendaient une série hyper dark. Ouais, c'est ça, je m'attendais Si, plutôt à si ça. je prends par exemple genre le Trône de Fer, où clairement c'est pas pour les enfants, là on est bien d'accord que c'est, ou même le Watchmen, là je sais pas pour ceux qui ont pu regarder, là c'est pareil, ça s'adresse à un public hyper mature en fait. Là, je pense, enfin, dites-moi pour vous c'est qui la cible? Bah justement, ouais, ça va être les jeunes, quoi. C'est Ouais. peut-être le Qu'est-ce côté, que tu mets c'est par peut-être le côté jeune? Disney, quoi, avec Tous les ceux qui ont ados, tout suivi ça. aussi Star Wars depuis qu'ils sont enfants quand même. Alors pour moi, je pensais qu'on allait avoir quelque chose de dark. Clairement, on est sur un divertissement familial. Franchement, c'est Pour ça moi, qui la me- cible, en fait, c'est les gens qui ont commencé Star Wars avec l'épisode 7. Ouais, c'est Les ça. gens un peu de cette génération-là qui sont un peu des noobs de Star Wars, on va dire, et ça va être dans les premières choses qu'ils vont voir et qui vont avoir le Star Wars Disney, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que George Lucas, quand il créait ses films, il disait toujours, moi, je crée ça pour des enfants de 12 ans, quoi. Lui, il est resté un peu bloqué dans l'enfance, et que, du coup, quand il crée un film, en fait, ils étaient avant tout pour des gosses de 12 ans. Et après, si les parents y suivent, tant mieux pour eux, mais ils y vont en retournant à l'état d'enfant, finalement. Et là, clairement, dans cette série, on n'est pas sur une série adulte, on est sur une série familiale. Alors certes, il peut y avoir une lecture adulte. Par exemple, il y a un moment, je sais pas si vous remarquez, quand il vient d'avoir son Beskar, il lui dit, bah je sais pas, détends-toi, va faire un tour dans les bains Twi'lek. Je sais pas si vous voyez les Twi'lek, en fait, c'est les danseuses un peu souvent qui jouent le rôle de prostituées. Très clairement, c'est marqué. Donc les enfants, moi, quand on a regardé la série, ils me disent, ah bon, c'est quoi ça? Non, bah, je t'expliquerai. Donc ça veut dire qu'il y a le degré de lecture. Pareil, quand le Quarren, je sais pas si vous voyez celui dans le bar là, qui a les trucs qui pendent là, qui se fait couper en deux dans la porte. On voit le bonhomme qui tombe, mais il n'y a rien de dit, il y a rien, on ne voit pas. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas choquant pour les enfants et qu'on a la possibilité, si on est trop petit, de mettre les œillères et de pas le voir. Donc, il y a le niveau de lecture pour les adultes, puis il y a le niveau de lecture pour les enfants, sans que ça choque personne. Et clairement, le bébé Yoda, il fait aussi plaisir aux enfants, quoi, parce que il est trop mignon, il a le côté chapeauté. Et ce que tu disais, c'est qu'à chaque épisode, on se demande si ce Mandalorien, qui a l'air d'être un peu un personnage un peu fermé, pas très chaleureux, ben finalement, il s'attache quand même au personnage. Donc ça, c'est intéressant. C'est ça. Mais du coup, je suis quand même un peu, justement, enfin, nostalgique d'une version un peu plus dark. Ça aurait été un peu sympa, je pense, mais justement, c'est peut-être parce qu'on est un peu plus vieux qu'on y voit une lecture comme ça. Mais c'est vrai que du coup, pour les plus jeunes, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que si on remarque que dans toutes les scènes où il y a entre guillemets des morts, on les voit pas mourir. On entend juste le bruit des blasters et puis c'est tout en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors sinon maintenant du scénario. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aborder un scénario, après on aura la réal. Scénario, vous en pensez quoi? Léo, vas-y.
rien que l'univers lui-même, c'est assez fidèle avec tous les films que j'ai pu voir de Star Wars. Donc moi je dis j'aime bien. Léo? Bah moi le scénario, pour l'instant on va dire au niveau global, les grands axes des épisodes c'est très classique et puis quand il va récupérer le bébé Yoda je trouve que c'était assez téléphoné depuis un épisode. Mais par contre au sein des épisodes, les petites péripéties, il y a des trucs originaux qui changent. Par exemple quand il veut récupérer les pièces de son vaisseau là. C'est un truc très important pour lui et bah, qu'est-ce qu'il a à faire pour ça? Il doit aller chercher un œuf. Bon, oui, il y a un œuf d'un monstre assez dangereux. Il se bat, c'est pas, il va pas au supermarché chercher une boîte d'œufs, mais le, faire une quête quoi, pour un œuf et juste pour le manger, bah, ça j'ai trouvé ça sympa, des axes comme ça. Sophie? Oui, bah après, je suis peut-être. Enfin, je dois être une bonne lectrice, entre guillemets, mais j'ai bien apprécié le scénario. Après, c'est vrai que c'était pas un scénario d'auteur, évidemment, mais c'est à ce à quoi nous a déjà habitué Disney avec les derniers Star Wars, et c'est dans la continuité des films, en fait, du dernier film. Effectivement, là, quand on regarde le scénario, là, je vous faisais l'analogie par exemple à Watchmen, où là vraiment les gars ça va super loin en termes de scénario. Là on est sur un scénario simpliste. Mais la question c'est qu'on pourra en être déçu, mais qu'est-ce qu'on en attend? Finalement, j'aurais pu avoir des attentes plus élevées en termes de scénario, mais c'est pas forcément ce qui est attendu. Un scénario simple qui va à l'essentiel et qui nous permet de passer des bons moments. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, pour l'instant, chaque épisode finalement est construit presque indépendamment. On pourrait presque les regarder dans le désordre, sauf celui où on récupère le bébé Yoda. Finalement, on peut se rendre compte que ça match à peu près, quoi. Et que du coup, pour l'instant, on a des épisodes qui sont on sent une progression du personnage, mais qui sont assez décousus les uns des autres. Et pour l'instant, on est sur des scénarios ultra simplistes. Après, quand vous essayez de dire qu'est-ce qu'on attend, je pense qu'on pourrait aussi attendre un peu plus d'action, mais peut-être voir des espèces qu'on ne connaissait pas. Ça peut être assez intéressant de découvrir des espèces qu'on n'a jamais vues dans les Star Wars, ou alors des espèces vraiment éteintes, ou... il y a beaucoup de justement, alors, je voulais partir sur la réal, mais ça fait une transition en attendant. Qu'est-ce que vous pensez de l'environnement? Comment a été fait l'environnement, que ce soit au niveau des décors, au niveau des espèces qu'on peut voir, des différents aliens, des différentes bestioles, des différents vaisseaux? Est-ce que cet environnement, vous le trouvez assez riche pour vous ou pas? Moi, c'est justement vraiment le premier truc que j'ai remarqué quand je crois que c'est dans le premier épisode, on le voit marcher dans une ville et là, il est dans une sorte de rue et on voit une dizaine d'espèces aliens différentes qui cohabitent tous. Et puis on voit bien, il y a un peu des zooms sur des personnages qui passent, on voit que c'est mis en avant en plus. Et moi, ça m'a bien plu dans tout ce qui est des séries, des films, des livres, n'importe quoi. J'aime bien l'univers aussi. S'il est riche, ça peut avoir autant d'importance que le scénario, des fois, juste évoluer dans un univers qui nous plaît. Et là, ça. En plus, bon, moi j'ai vu que les films, encore une fois, j'ai pas vu les séries, donc peut-être que je vais dire une bêtise, mais je trouve que dans Star Wars, on voit pas beaucoup d'espèces aliens, où c'est pas vraiment mis en avant parce qu'on suit beaucoup les Jedi, et à part Yoda, c'est des humains, quoi. Sophie? Oui, j'ai trouvé ça aussi intéressant, justement, qu'on revoit beaucoup d'extraterrestres, justement, de tous les films en fait qui sont sortis. Mais j'ai trouvé donc les décors vachement bien, en fait. Parce que justement, c'était toujours dans le même univers Star Wars, et puis ils ont mis les moyens quoi, pour avoir les mêmes décors. Et j'ai trouvé ça, justement, l'intervention des Jawa qui piquent les pièces du vaisseau, mais c'est épique, quoi. C'est exactement justement ce qu'on attend de cette espèce-là, et puis c'est marrant de les revoir justement dans la série. Moi, ça serait plutôt des informations sur la réalisation, en fait. Donc si on en parle après... On va le garder pour après. Oui, ouais. Alors moi je vais commenter par contre justement cet aspect environnement, parce que moi donc c'est des choses que j'apprécie énormément dans Star Wars, c'est mon thème de prédilection. Et en termes de films, de séries télé, de bouquins, de téléfilms même, parce qu'ils ont pris des références aux téléfilms, ils ont été cherchés partout. En fait, du coup, moi qui suis connaisseur, en termes de... Rien que si on regarde les aliens, il y a énormément de races qu'on a vues. Dans les 3 premiers films, tu disais Léo, il y a des moments dans les films où on voyait beaucoup d'humains, mais sauf dans certains types de scènes. Donc par exemple, dans la prélogie, il y avait dans le Conseil Jedi, si vous regardez, il y avait très peu d'humains. Il y avait plein de races. Et certaines des races de la prélogie, on les retrouve
dans Mandalorian. Il y a aussi donc des races trilogiques, hein. Je ne sais pas si vous voyez par exemple le Rhodien, le fameux extraterrestre qui se tire avec Han Solo dans l'épisode 4. On en voit un dans la cantina, sauf qu'il est orange. Il y a énormément d'espèces de la trilogie, donc les Twi'lek c'est une espèce de la trilogie à la base, qu'on retrouve également dans la prélogie. Donc il y a énormément de races qu'on retrouvait dans la trilogie. Il y a même, vous savez, chez Jabba le Hutt, il y a une petite bestiole qui rigole, qui ricane. On la voit à un moment sur un barbecue en train d'être rôtie. Oui, c'est celle qui est ouais, qui est Donc mangée Salacia sur- Scrum, donc ça c'est hyper intéressant. Les gars, ils ont été chercher, c'est hyper loin. Il y a même l'autocuiseur dans lequel ils amènent le Beskar, c'est un autocuiseur qu'on voyait dans l'épisode 5. Donc les gars, ils ont été hyper loin. Donc après, il faut avoir l'œil avisé pour aller chercher les Easter eggs. Moi, j'aurais pas réussi. Hein. Voilà, non, mais c'est hyper riche. Il y a même des races de la prélogie. Il y a un alien qu'on retrouve dans l'épisode 8, qui se retrouve justement dans la... Donc en fait, ils ont essayé de rendre cohérent cet univers, et ça, c'est assez énorme. Et il y a même, vous savez, les blurgs, là, les trucs sur lesquels ils chevauchent là, à deux pattes. Ça, on les retrouve dans les séries télé, mais la première fois qu'ils sont apparus, c'est dans un téléfilm sur les Ewoks. Donc vous savez, les Ewoks, c'est les petits nounours en fait qu'on voyait dans l'épisode 6. Et quand moi j'étais gamin, on avait 2 téléfilms qui étaient passés, qui avaient été traduits. Et il y a un moment, il y en a un qui s'appelait la bataille d'Endor. Endor, c'est la lune forestière où il y a les Ewoks. Et on avait des méchants qui montaient sur des blurgs, justement comme ça. C'était la première fois qu'on les voyait. Ils étaient faits en animatronics en fait, c'est des espèces de poupées. Et les gars ont été rechercher ces trucs qui datent des années 80, qui étaient des téléfilms que personne ne connaît. Et ils ont réutilisé quand même. Il y a même à l'intérieur le Mandalorien, il est tiré dans son fusil, son armure, et sa façon de faire, ça vient d'un téléfilm qui était lui le Holiday Special, qui a été fait là en 78 après l'épisode 4, parce que les Américains étaient tellement à fond sur Star Wars qu'en attendant qu'arrive l'Empire contre-attaque, il fallait leur donner un petit peu d'opium, et ils avaient créé un espèce de téléfilm où Chewbacca allait voir sa famille, et à l'intérieur on voyait le Mandalorien. Et à un moment, il parlait de la fête des Wookiees qui s'appelle le jour de la paix ou un truc comme ça. Et il est évoqué dans l'épisode Mandalorian. Donc pour les amateurs, donc encore une fois, il y a le regard adulte-enfant, et il y a le regard novice de Star Wars, et il y a le regard gros fan radical. Donc moi je suis plutôt dans cette catégorie-là, et je peux vous assurer que c'est hyper fourni. Et justement pour ceux qui regarderaient la série, ça peut être hyper intéressant d'aller essayer de voir toutes les ramifications qu'ils ont fait, parce que les 2 réals qui sont Jon Favreau et Dave Filoni sont 2 gros amateurs de Star Wars, et en fait ils ont été cherchés partout, et donc il y a eu un gros travail de sourcing pour amener des choses. Et même ce que tu disais sur les Jawa, le moment où ils sont dans le Sandcrawler, les Jawa donc c'est des ferrailleurs hein, qui vont piquer des trucs, c'était excellent d'aller les amener. On rentre dans le Sandcrawler, on les voit comment ils fonctionnent, leurs finalités qui sont pas toujours les bonnes, et c'est immersif en fait, parce que on rentre dans une culture d'une autre race, d'une autre planète, etc., sur un autre fonctionnement. Et donc tout ça, c'est des éléments qui sont hyper vivants. Donc à ce niveau-là, ils sont hyper bons. Et ils arrivent à créer même la culture mandalorienne, elle est présentée, mais on n'est pas en train de vous dire attention, on vous raconte la culture mandalorienne. C'est par des échanges qu'il y a entre les personnages. Par exemple, même son vaisseau, on sait que c'était un vaisseau qui existait à l'époque de la République ou machin, par des questions, et tout ça c'est intéressant. Donc gros bonus sur l'environnement, et c'est clairement, pour un fan de Star Wars, c'est clairement là où les gars sont très bons. Même aller récupérer la TST, vous savez, le marcheur à 2 pattes, qui était un des vaisseaux qu'on avait dans les Retours du Jedi, ça c'est vraiment bien vu. Léo, tu voulais nous parler de la réalisation alors? Oui, alors j'ai quelques informations. Donc en fait, la série elle est que sur 8 épisodes, ce qui est assez dommage, mais ils font quand même 30 minutes. Donc c'est un bon point parce que certaines séries font 20 et d'autres 40, donc on est vraiment dans le juste milieu. On sait qu'il y a quand même environ 15 millions de dollars par épisode de budget, ce qui est quand même assez conséquent pour une série. Ça veut dire qu'ils ont quand même mis le paquet pour que ça soit vraiment... on retrouve vraiment l'univers Star Wars. Donc ça nous fait quand même un budget de 120 millions de dollars sur tous les épisodes. Ensuite, je sais qu'il y a la saison 2 qui est déjà en cours d'écriture. En fait, même quand la saison 1 a commencé à être produite, la saison 2 était déjà en cours d'écriture. Donc c'est qu'ils savent que ça va très bien marcher. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué pour la VF, en fait, on a la voix du doubleur. Si vous vous souvenez du premier film de Batman donc, de 1989 avec Michael Keaton, donc la voix de Michael Keaton, et ben, le doubleur français, c'est celui qui fait le Mandalorian. D'accord. Donc on retrouve la voix, et c'est ça que j'ai adoré. C'est de retrouver des voix familières, et puis voilà.
Sophie, commentaire? Après, tu disais sur le prix que c'était 120 millions de dollars, c'est ça, Oui, pour c'est ça. l'épisode? Après, en même Non, temps, pour le tout. pour le tout, d'accord. Ça fait 15 millions. 15 millions l'épisode. Ouais, c'est environ. Après, en même temps, c'est pas forcément étonnant parce que puis on n'en attend pas moins parce que c'est Disney. Ils ont les moyens quand même de le donner et puis c'est Star Wars donc on s'attendait à une bonne série et je trouve ça normal de mettre le budget derrière quoi. C'est Léo? Oui, et puis qui dit Star Wars, forcément, faut des effets spéciaux, parce que c'est de la science-fiction, donc ça amène vite du budget, ça. Et puis même, je trouve, donc on voit beaucoup d'espèces extraterrestres qui sont évidemment faites en effets spéciaux, et ils sont vraiment bien faits, les effets spéciaux. Alors attention, le bébé Yoda par exemple, c'est un animatronics. C'est une marionnette en fait. Et il y a énormément de personnages qui sont des bouts de marionnettes, hein. Et alors, c'est vrai qu'en termes d'effets spéciaux, on est quand même gâté. Je sais que dès le premier épisode, on a le combat avec le droïde là, qui est fait lui tout en synthèse. C'est vraiment très impressionnant. Il y a une bête qui sort du lac gelé, le vaisseau, donc c'est hyper riche. On a une bataille à un moment avec plein de Mandaloriens qui sautent de partout, qui envoient des missiles. Là, on peut imaginer ce que ça coûte en termes de budget. Et par contre, moi qui, gamin, quand on voyait les Mandaloriens, il y a une fois où Boba Fett tire un petit coup un missile sur la bâche de Jabba, on se dit ouais, on sent que les gars ils n'ont pas été jusqu'au bout parce que techniquement c'était pas possible à faire. Là, les Mandaloriens ils volent dans tous les sens, ils ont des mitraillettes. Enfin, on a passé un cap, d'accord, hein, c'est clairement en termes de réel. Si on peut comparer par exemple le budget, je sais que Justice League par exemple, ils ont mis 110 millions de dollars pour le réaliser, alors que le Joker. Le film? Oui, le Joker, donc le film de Todd Phillips. Que vous avez parlé par exemple pour l'épisode 1, eh bien ils n'ont mis que 50 millions. Pourquoi? Il n'y avait quasiment pas d'effets spéciaux en fait dans le film. Donc voilà, donc même avec un film avec un petit budget peut réussir à faire des grandes choses. Donc c'est pas le budget qui fait aussi. Je suis d'accord avec toi. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, si on faisait l'analogie entre Justice League et Joker, on est d'accord, Joker est meilleur, mais sauf que les enjeux, la Justice League, elles peuvent pas juste se permettre d'avoir des scènes où ils sont à la maison sur le canapé, quoi. Non, ça on peut pas. Donc sinon, on va se dire c'est sympa, mais oui, voilà, là la même chose. Il est possible dans Star Wars de faire un truc à la House of Cards. Par exemple avec juste des éléments de scénario, juste des éléments de politique. Sauf que là, on s'ennuierait peut-être. Là, ce qui était attendu, c'était pas tout à fait ça. Et dans Star Wars, de temps en temps, il faut aussi que ça pète. Et là, du coup, il y a une réponse aux attentes quand même. Juste sur la réal. Hein. Oui, après, on est d'accord que le scénario peut avoir des limites quand même. Ensuite, par rapport à... Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, je vais vous laisser à peu près libre de rajouter des éléments. Sophie. Mais moi justement, juste pour revenir à propos justement du scénario et des attentes justement des personnes dessus, c'était que justement voir un peu plus l'existence et puis comment marchent les espèces, c'est vachement intéressant de rentrer justement les Jawa, on n'avait jamais vu comment ça fonctionnait, leur fonctionnement interne entre guillemets, à l'intérieur de leur forteresse. C'est vraiment intéressant, comme quoi c'est des voleurs, etc. Mais bon, ils essayent d'en faire quelque chose quand même derrière et ça donne un petit plus, un petit regard de côté sur leur fonctionnement justement, le fonctionnement de cette société que je trouve vachement intéressante. Et justement, on apprend un peu plus justement par des façons un peu biaisées sur les différentes espèces du monde de Star Wars, quoi, sur les... Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ne voit jamais sa tête au Mandalorien? Alors c'est peut-être perturbant parce que dans les autres films, on voit des fois sous les masques, par exemple Watchmen, à la fin il se fait démasquer. Mais il y a aussi des autres films comme V pour Vendetta, pour ceux qui l'ont vu, où il n'y a pas forcément de spoil sur ça, mais on ne voit jamais son visage. Alors ce que disaient certaines critiques, moi que j'ai pu voir, c'est que en gros, le personnage n'exprimait rien parce qu'on ne voyait pas son visage, et que du coup ça l'empêchait d'exprimer des choses. C'est pas forcément vrai, parce que quand on voit l'attachement qu'il a avec le bébé Yoda, il a quand même... on sent qu'il veut l'aider. Donc, Léo? Moi, non, justement, le personnage, je le trouve très intéressant. Bah, déjà, son chara-design, il me plaît beaucoup. Moi, il a la classe, quoi. Et puis après, dans sa personnalité, justement, je la trouve intéressante parce qu'en fait, il est tout de suite présenté comme très froid, très pragmatique. Il fait sa mission, il est super fort, il est capable de faire toutes les missions, il veut sa thune, et puis voilà. Et il a un point faible, c'est le bébé Yoda. Et en fait, je trouve le personnage, il y a deux personnages un peu. Il y a quand il y a le bébé Yoda et le reste, donc le reste où il est vraiment très froid,
il parle vraiment le minimum. D'ailleurs, il a vraiment pas beaucoup de dialogue, mais ça veut pas. Il dit quand même beaucoup de choses, je trouve. Et quand il y a le bébé Yoda, bah, il commence à faire, entre guillemets, au niveau de la logique des mauvais choix, à changer vraiment de personnage en fait. Alors moi j'ai trouvé que justement il exprimait beaucoup de choses, même sans qu'on voit le personnage, parce que justement l'acteur est bon. Et par exemple le moment où il rentre dans son vaisseau et qu'on le voit regarder, on le voit se poser, et le peu de choses, même les postures qu'il va prendre, on arrive à sentir par exemple le moment où son vaisseau se fait vider, on arrive à sentir que le gars est juste dépité en fait. Et c'est assez bien filmé justement pour qu'on puisse ressentir ça. Et on sent son tiraillement justement entre l'aspect prime et l'aspect il est trop mignon quand même, c'est mal, je vais le garder, même si on voit pas le personnage. Donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque épisode on nous fait croire qu'il va lâcher bébé Yoda, et qu'en gros voilà, et puis non, à la dernière minute il vient le rechercher. Bon là ça commence un peu peut-être à s'épuiser puisque à chaque fois c'est un peu la même histoire, mais du coup puis surtout on sait pas où ça va nous mener cette histoire de bébé Yoda, quoi. Et on peut se poser la question s'il y aura pas un lien avec l'épisode 9, le film. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Et puis, c'est vrai que l'histoire un peu bateau, justement, à chaque fois, justement, il va peut-être lâcher bébé Yoda. Après, on se doute bien qu'il va pas le lâcher. Mais c'est vrai qu'on sait pas du tout où ça va aller. Et puis, je trouve que, justement, le fait de pas voir son visage, ça... C'est peut-être un plus, en fait, parce que, justement, il y a certains acteurs qu'on va voir... Enfin, ils ont peut-être pas forcément bien joué les scènes. Alors que là, du coup, il peut pas les rater, entre guillemets, parce que on voit pas son visage, quoi. On ne peut pas savoir justement, il ne peut pas avoir d'émotions parasites, entre guillemets. Et puis ça intrigue, ça donne envie aux gens de voir jusqu'au bout, jusqu'au moment où... Et puis qu'est-ce qui va lui faire enlever son casque, quoi. C'est surtout ça le moment qu'on veut savoir. Parce que dans les derniers épisodes, on voit bien qu'il est sur le point de le faire. Il a envie même de le faire, mais... Bon, il ne le fait pas évidemment, mais c'est cette notion-là justement de... Qu'est-ce qui va lui faire changer d'avis? Qu'est-ce qui va lui faire renoncer justement au monde des Mandaloriens pour retrouver une vie plus normale peut-être? Et alors par rapport aux épisodes, est-ce que vous avez senti que certains étaient au-dessus d'autres pour l'instant? Ou est-ce que vous avez trouvé ça plutôt équivalent? Le premier épisode avec le bébé Yoda, peut-être un petit peu au-dessus, justement parce qu'il présente et puis il initie la série. Et l'épisode avec les Jawas, c'est... Voilà. Je trouve que c'est ce que j'ai préféré, je pense. Léo? Moi j'ai trouvé l'épisode 4 un peu en dessous. Après, je suis d'accord aussi. Déjà, l'épisode 4, je l'ai regardé à l'éthique avec plein d'autres bruits en même temps sans casque. Donc il y a peut-être un peu ça, mais quand même, on a l'impression, même si on a dit que les épisodes se suffisaient un peu eux-mêmes, dans les 3 premiers épisodes, il y a quand même une certaine continuité. Parce qu'à la fin du 3e, il part de la ville, c'est ça? Donc il y a, même s'il n'est pas tout le temps au même endroit, il fait une seule grande quête dans ces 3 épisodes avec ses petites péripéties et voilà. Jusqu'à la fin du 3e épisode où il part de la planète qui fait un peu un cap. Et après, il faut peut-être voir si dans la continuité du 4e épisode, on développe ce qui s'est passé dedans. Mais sinon, le 4e épisode, c'était un peu... on va faire un épisode où on voit une nouvelle planète, il y a encore des combats... il y a encore un peu le bébé Yoda qui se passe des trucs, mais dans le scénario ça apportait moins que les autres. Je suis assez d'accord, je sais pas si vous connaissez le film Les 7 Samouraïs, hein. Ouais. C'est un film de 54, là, un film japonais. Et en fait, l'épisode là, c'est clairement un hommage en fait aux 7 samouraïs. Et par contre, sauf que ça a été un peu trop simplifié, parce que normalement dans le vrai film des 7 samouraïs, voilà, les paysans qui se font aider pour se défendre de leurs racketteurs, en fait, ils passent déjà beaucoup de temps en fait à se mettre à se préparer à l'entraînement, et surtout il y a plein de morts. Alors que là, les gars, ils s'entraînent 10 minutes avec le Mandalorien et hop là, ils arrivent à repousser les Clatouniens. Après, ça c'est le côté Disney justement qu'on regrette un peu, c'est que justement c'est le côté familial, donc on montre pas les morts. Et c'est ça qu'on peut regretter et que je regrette personnellement. On monte les morts, mais que chez les méchants. Donc du coup, ça enlève le réalisme. Si t'es gentil, tu peux pas mourir. C'est ça, c'est justement les gentils gagnent toujours, ils peuvent pas mourir, etc. Et ça que je regrette moi personnellement là-dedans, c'est que ça enlève justement... alors ça, moi je l'ai ressenti que sur l'épisode 4. Et alors ce qu'il faut savoir et qui est intéressant, c'est que sur chaque épisode, on n'a pas le même réalisateur. Et là, en l'occurrence, sur l'épisode 4, c'était la fille de Ron Howard. Alors que le premier, c'était Jon Favreau, justement, qui l'avait réalisé. Donc en fait, en fonction des... Et le tout dernier, ce sera Taika Waititi. C'est le gars qui a fait Thor 3. Je sais
sais pas si vous voyez. Donc en fait, du coup, on peut s'imaginer que d'un épisode à l'autre, on n'aura pas le même niveau de qualité et pas la même approche. Et moi, clairement, l'épisode 4 m'a déçu par rapport aux 3 autres que j'ai trouvé d'un très très haut niveau. L'épisode 4 était moins bien. Donc on peut s'attendre à des fluctuations au sein des épisodes. Voilà, niveau audience, oui. Voilà, au Faudra niveau, regarder. voilà, donc c'est à voir, quoi. Après, du coup, ça peut être sympa, ça peut donner justement un autre côté, vu que c'est pas le même réel à chaque fois. Mais bon, c'est vrai que certains seront évidemment sans doute moins bons que les autres, et puis c'est sûr que ça va faire des différences assez importantes, je pense. Mais c'est vrai que l'épisode 4, quand même, c'était pas le meilleur, quoi. Ouais. Après, il n'y a aucune série où tous les épisodes sont identiques. Hein. Et c'est souvent comme ça, il y a toujours quelques épisodes qui se différencient parce qu'il y a une arrivée d'un nouveau personnage. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Que des fois, il y a une baisse dans le scénario. Il y a quelque chose qu'on ne s'attendait pas, par exemple la mort de quelqu'un. Alors, on va arriver à peu près 1 heure d'émission. Donc, ce que je vous propose, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire ? Sinon, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre une note et puis de donner juste un avis de conclusion. Est-ce que vous aviez d'autres choses à développer ou on peut s'arrêter là ? C'est bien. C'est bon. Ok, eh bien on y va, vas-y. Commence par donner une note et puis un avis très simple. Bah, une note. Sur 20. On me demande souvent ça, je sais jamais quoi dire, mais en tout cas. Bon, déjà, ça me plaît, pour moi c'est le plus important, donc on va dire on va mettre au moins 15, et après. Ouais, 15-16 autour de cette note, parce que bah, ça me plaît, c'est le plus important. Après, j'ai vu d'autres séries que je trouve au-dessus, mais pas forcément pour le même aspect. Mais moi, dans cette série, ce qui me plaît vraiment, c'est l'univers plus que le scénario. Et ça, dans la science-fiction, dans des livres aussi, je suis dans les livres de science-fiction, je suis plus sensible aux livres ou aux sagas univers, où on voit vraiment un univers intéressant que à des scénarios peut-être intéressants mais compliqués. Donc moi, ça m'a bien plu. Très bien. Léo. Alors moi, déjà pour le côté esthétique, tout ce qui est graphique, effets spéciaux, personnages, comme j'ai envie d'en voir plus, je mettrais 16. Et donc j'ai envie de voir un personnage qui évolue. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de voir des épisodes encore mieux en fait, donc c'est pour ça que je mettrais que 16. Ok. Alors moi, je mettrais peut-être 16 et demi, allez. Parce que je suis très bon public, donc les scénarios, même si ça me déçoit un peu, je trouve que l'histoire est très bien. Enfin, je trouve que l'ensemble est très bien, et justement les décors, l'ambiance, l'univers justement Star Wars qu'on arrive à retrouver très bien avec justement des easter eggs de toute la saga, quoi. Je trouve ça vachement intéressant, et donc ouais, je pense que ça mérite bien 16,5. Alors moi je vais lui mettre 18, c'est-à-dire qu'en fait je lui aurais presque mis 20 parce que on va dire que le fan que je suis a toutes les références pour tout comprendre, et sur chaque plan, sur chaque image, c'est blindé de références et de choses que je comprends et que j'attends, et donc du coup mes attentes elles sont totalement comblées. Notamment rien que sur l'environnement. Donc ce que tu disais Léo, c'est très très vrai. La réal pour une série c'est extrêmement bien fait. Le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est le côté des fois un peu trop Disney et un peu simpliste des fois qu'il peut y avoir, notamment avec l'épisode 4 où là clairement je trouve que c'est dommage, mais ça veut pas dire que je passe pas un bon moment. Je passe quand même un très très bon moment, et après il faut savoir se poser le cerveau et retourner à nos 12 ans. Et si on arrive à se remettre dans la peau d'un gosse de 12 ans, c'est comme quand si vous allez à Disney, ne regardez pas du carton-pâte, allez-y en vous disant que c'est un vrai château, que c'est un vrai Winnie, et retournez à l'âge d'enfant pour vraiment apprécier. Si vous y arrivez, vous passerez un excellent moment. Alors c'est vrai que du coup j'enlève ces 2 points-là parce que c'est ce qui manque. C'est ça, c'est le côté un peu trop enfantin peut-être pour des adultes, mais c'est vrai que... Sur certains épisodes. C'est ça, sur certains épisodes. On ne le voit pas sur tous, et puis c'est vrai que de toute façon l'ambiance, si on rentre dedans... Parce que le premier, à l'inverse, il y a énormément de morts, et ça cartonne de tous les bouts. Il est presque violent et glauque. Donc il y a juste cet épisode 4 qui pour moi est un peu un caillou dans la chaussure, quoi. Parce que les autres sont enfin, je vois peu de défauts. Donc, sur ce, je vais vous remercier d'avoir participé à cette 2e émission. Et puis, on se retrouvera pour une 3e émission. Alors là, a priori, les thèmes qui sont annoncés, ce serait le rétro gaming en thème principal. Et puis après, on verra ce qu'on aura comme thème d'actualité. Donc, eh bien, de la part de la Voix du Renard, nous vous remercions d'avoir été à notre écoute. Merci et au revoir.